pour notre pays, l'engagement pour le changement, l'engagement pour la liberté, dans l'intégrité, dans la vérité et non dans l'hypocrisie. C'est un engagement qui ira jusqu'au bout. Et je vous ai toujours dit que les événements vont évoluer. Que ce soit sur le plan régional, sur le plan international. Les lignes vont bouger et il y a... Monsieur Bosco, il faut voir ça à votre niveau. Sinon, moi, c'est... Le son est bon à mon niveau, le son est bon au niveau de tout le monde. Si vous n'avez pas le son, augmentez le volume de votre téléphone. Puisque moi-même, j'ai un téléphone ici, le son sort très bien. Et voilà, donc regardez votre son. Et je pense que vous êtes le seul à vous plaindre. Ça veut dire que pour tout le reste de ceux qui nous suivent, le son est bon. Là, on est 500 personnes sur Facebook, on est 400, 500, 600 sur TikTok. Personne ne se plaint du son. Je pense que c'est à votre niveau qu'il faut revoir ça. Et donc, le premier événement, c'est l'alternance qui vient d'arriver au Ghana, qui vient de se produire au Ghana avec la défaite du parti NPP. Et qui va isoler davantage le pouvoir de Lomé, parce que justement les présidents changent dans la région, et à Côte-Togo rien ne change. À un moment donné, tout le monde sera fatigué de voir la même personne et finalement les lignes ne finiront pas bouger. Donc c'est une très très bonne nouvelle ça n'aura pas un impact immédiat sur nous, mais c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en lutte pour la démocratie, et ça va isoler davantage le pouvoir du Togo. Et ensuite, c'est la Syrie. C'est la Syrie, au-delà de tout ce que les gens peuvent raconter. La Syrie, parce que la Syrie, c'est un système qui a des similitudes avec le pouvoir togolais. C'est un système qui a des similitudes avec le pouvoir togolais. Et lorsque le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, a pris le pouvoir, bonjour Gaston, merci beaucoup, a pris le pouvoir dans les années 70, après un coup d'État qui a éliminé le président, il était ministre de la Défense, il a régné d'une main de maître sur le pays. Et lui et sa famille ont fait 54 ans au pouvoir. Et c'est un régime connu pour être un régime très, très, très répressif, sanguinaire, et dans un pays assez compliqué, complexe, mais qui a bénéficié de la tolérance de ce qu'on peut appeler, entre griffes, la communauté internationale pendant longtemps, parce qu'on a toujours estimé que la famille Assad était cette famille-là qui pouvait garantir la stabilité de la Syrie, compte tenu de la composition assez hétéroclite de la Syrie, les chiites, les chrétiens, les Kurdes, les Druzes et tout ça. Et donc la communauté internationale, comme on le dit, a fait avec, a fermé les yeux pendant longtemps. Et puis après, il y a eu, le père a été très répressif. En 1982, il y a eu un soulèvement dans la ville de Hama, ça a été réprimé, on a dit que c'était un soulèvement des islamistes, 30 000 morts. Et puis après, le père, il a préparé une succession dynastique. Il pensait à son fils aîné qui était préparé pour prendre le pouvoir. Malheureusement, ce dernier fait un accident et il meurt. Et donc, lorsque le père meurt en 2000, on introduit Bachar el-Assad, qui était en train de terminer ses études d'ophtalmologie et qui rapidement a été intronisé. Et on a dû réduire l'âge, on a dû modifier la constitution pour rabaisser l'âge pour que Bachar el-Assad puisse accéder au trône. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça doit vous rappeler ce qui s'est passé chez moi en 2005. Et ensuite, Bachar el-Assad, il est connu pour être quelqu'un d'assez timide, comme quelqu'un de chez nous. Assez timide. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a essayé, par rapport au régime de son père, de faire quelques petites ouvertures, comme d'ailleurs chez nous. Et puis, avec le temps,
il a fermé le pays. Son régime a commencé par prendre une tournure autocratique, répressive. Les prisons sont remplies, les gens sont arrêtés, et les massacres partout. Il s'appuyait sur son clan, son ethnie, je dirais son clan parce qu'il est chiite alawite, donc sur son clan. Et les militaires étaient majoritairement recrutés dans son clan pour massacrer les autres. Et après, il y a eu les événements de 2011 avec le printemps arabe, où les complotistes ont raconté tout ce qu'ils pouvaient raconter. Il a su résister, et puis après, il a appelé la Russie au secours. Et aujourd'hui, 13 ans après, il tombe comme un fruit très, 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 très mûr. Et quand vous voyez les événements de la Syrie, avec la chute de la famille Assad, après 54 ans de pouvoir, de la dynastie Assad, après 54 ans de pouvoir, et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Syrie, cela doit nous dire que, cela doit nous reconforter que on ne mène pas un combat vain. Vous savez, moi je ne vais pas rentrer dans les considérations des puissances. Non, je vais parler des leçons qu'on peut tirer de la chute de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, comme son père, ils sont connus dans le monde entier. Leur pouvoir est connu comme un pouvoir répressif. Mais ce qu'on appelle la communauté internationale a toujours fait avec, en fermant les yeux, en disant il vaut mieux avoir Bachar el-Assad au pouvoir parce qu'ils garantissent la stabilité, ils garantissent au moins l'union du pays plutôt que d'aller dans tous les sens. Et donc pour la stabilité du pays, pendant longtemps on a fermé les yeux. On a fermé les yeux, on a fermé les yeux et on a laissé faire. On a fermé les yeux, on a laissé faire, et eux, ils en ont profité pour vraiment asseoir un règne assez tyrannique, massacrer les gens, et faire tout ce qu'ils pouvaient faire, au lieu de régler les problèmes internes. Ils ont passé tout le temps à massacrer les populations. Et puis après, on est allé sceller des alliances avec l'Iran, avec la Russie, en se disant, parce qu'on est avec la Russie, rien ne va nous arriver. Voilà, tout va se passer normalement. On restera au pouvoir jusqu'au bout. Jusqu'au jour où les choses se passent comme ça, se passent là. Et donc, plusieurs fois dans mes lives ici, j'ai interpellé les barons du RPT Unir en disant que vous le veuillez ou pas, ça finira. Et c'est à vous de déterminer dans quelles conditions ça doit finir. Le Ghana vient de nous offrir une très bonne leçon d'alternance politique qui permettra à ceux qui ont perdu actuellement le pouvoir de rester tranquillement au Ghana sans être poursuivis. Ils n'auront pas des maisons cassées, personne ne va les menacer. Mais Bachar el-Assad, pendant longtemps, il a refusé de discuter avec son opposition interne. Elle est assez complexe, elle était hétéroclite, mais il a refusé. Vous allez voir qu'aux dernières heures de son pouvoir, son protecteur, la Russie, comme le Qatar et tous les autres pays ont dit non, il faut entamer un dialogue, il ne faut pas que Damas chute et tout ça. C'était trop tard. On lui disait depuis de dialoguer avec son opposition interne, de régler les problèmes. Il a dit non. Il s'est appuyé sur l'armée, sur la milice du pouvoir, sur ses alliés comme le Hezbollah pour terroriser son peuple jusqu'au jour où la coupe a débordé et qu'aujourd'hui il tombe comme un fruit mûr. Personne ne sait ce que la Syrie sera demain. On va dans l'incertitude. Personne ne dit que la Syrie est partie pour être un paradis démocratique. Non, c'est un pays qui va basculer certainement dans l'instabilité. Mais toujours est-il qu'on aurait pu, Bachar el-Assad aurait pu sortir par la grande porte. Et donc, ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui va se passer aussi d'une manière ou d'une autre. Je ne dirais pas dans les mêmes proportions au Togo. Si ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui au Togo refusent le jeu démocratique, refusent de discuter avec la classe politique, refusent d'ouvrir le pays sur les questions des libertés, continuent d'envoyer les gens illégalement en prison, c'est comme ça que ça va se passer avec vous. Et donc, je vais profiter de ce début de live-là pour interpeller relativement aux événements qui sont en train de se dérouler actuellement en Syrie, les barons du système RPT Unir. Vous avez vu comment Bachar el-Assad est parti?
Je vous avais dit ça dans plusieurs lives. Vous avez vu comment Bachar el-Assad il est parti? Il a d'abord fait partie sa famille, ses enfants, et lui-même il est parti. Mais quand il a sorti sa femme et ses enfants, il était encore là. Et les gens pensaient qu'ils allaient encore tenir. Tout le monde était encore là. Tout le monde était encore là. Ces chefs de renseignement, ces ministres, ces juges qui l'utilisaient, tous ceux qui sont les piliers du régime étaient encore là. Mais quand la situation a tourné définitivement, il est monté seul dans l'avion. Il est parti. Là, actuellement, là où nous parlons, là, les populations en Syrie sont en train de se promener dans la ville, en train de chercher les barons dans leurs maisons, les uns après les autres. Ils sont en train de chercher les barons, tous les caciques du régime. Tous les caciques du régime de Bachar el-Assad, actuellement, les populations sont en train de les chercher un à un dans leurs maisons. Donc, le message que je voudrais vous faire passer, si vous avez encore un minimum de jugeote, un minimum de clairvoyance, sachez que le jour où, quand vous refusez le jeu démocratique, quand vous êtes convaincu que vous avez les soldats, quand vous êtes convaincu que vous avez la force, quand vous êtes convaincu que, parce que Ford va en France, il salue Macron, vous êtes content, ou bien il signe un accord de défense avec Poutine, vous êtes content, sachez que tout ça, c'est éphémère. Le jour où les alliances vont changer, le jour où la géopolitique va évoluer et qu'on va décider de vous lâcher, Ford partira seul. Bachar el-Assad, lui, il n'est pas connu pour être un polygame, donc il est parti avec sa femme et ses enfants. Ford, lui, il a plein de maîtresses, il ne pourra même pas les prendre toutes. Il partira seul. Et ce jour-là, le peuple que vous voyez dans la rue, là, en Syrie, là, le peuple que vous voyez dans la rue, là, ce même peuple-là, vous le verrez un jour au Togo. Et les gens viendront vous chercher un à un dans vos maisons. Vous, officiers supérieurs de l'armée, qui participez à tuer les gens. Vous, chef de renseignement, qui arrêtez les gens, qui torturez les gens. Vous, procureur de la République, qui envoyez les gens en prison, notamment le fameux procureur Talaka Mawama, actuellement, je ne sais pas comment il s'appelle, qui envoie les gens en prison parce qu'il reçoit les ordres de Faure Gnassingbé. Vous, les juges d'instruction, qui envoyez les gens en prison injustement parce que vous recevez des ordres de la présidence. Vous, les ministres, qui réglez les comptes aux gens, qui torturez les gens, qui arrêtez les gens. Vous, les petits miliciens, qui pensez que vous avez un pouvoir qui ne va jamais finir. Vous avez vu comment Bachar el-Assad est parti. Il est parti seul. C'est comme ça que Ford partira. C'est comme ça que Ford partira. Il partira seul, même s'il arrive à s'en sortir. Il partira seul. Vous avez vu comment Mobutu est parti. Mobutu a décollé, on tirait sur l'avion. C'est un classique de l'histoire. C'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'histoire, pour ceux qui ont étudié l'histoire, ou bien ceux qui lisent l'histoire, c'est comme ça que ça finit. C'est un classique de l'histoire. Si votre tour n'est pas arrivé, ne pensez pas que cela ne va pas arriver. Donc vous avez intérêt aujourd'hui, vous les barons, qui soutenez Mordicus, le régime de Faure, à le lâcher, à lui dire les vérités, à lui dire de lâcher le pouvoir en 2025, à lui dire, vous avez fait 20 ans, quoi qu'on dise, c'est une grâce. Ton père a fait 38 ans, tu es venu, tu as fait 20 ans, il faut partir. Il faut partir pour le bien de nous tous. Il faut partir pour ton propre bien. Après, il faut partir pour le bien de nous tous. Parce que tout ce que vous êtes en train d'accumuler aujourd'hui, vous allez le perdre. Comme les barons en Syrie sont actuellement en train de perdre tout. Là. Il y a certains, ils ne peuvent même pas détailler comme Usain Bolt. Ils sont en train de se cacher dans les maisons comme des rats. Les populations sont en train d'aller les chercher. Les gens sont sortis de prison. Les gens ont fait 40 ans de prison. Certains ont fait 30 ans de prison. Ils sont sortis de prison. Ils sont arrivés en ville. Ils sont en train d'aller chercher les barons. Vous avez vu la maison de Bachar el-Assad? Vous avez vu le luxe? Vous avez vu toutes les voitures? Il a les Ferrari, les McLaren, les Rolls-Royce. Voilà les gens qui étaient dans le luxe inouï pendant que leur peuple souffrait. Vous avez vu? Dans sa maison. Donc, vous avez intérêt, vous les barons, qui suivez actuellement les événements en Syrie, vous avez intérêt, si vous avez encore le courage, de dire
à votre champion Faure Gnassingbé qu'en 2025, il faut qu'il s'en aille. Au lieu de faire les gymnastiques constitutionnelles, il va quitter du poste de président pour devenir président du conseil d'État, je ne sais pas quoi, pour garder le pouvoir parce qu'il compte sur l'armée, il compte sur les puissances qui le soutiennent. Mais Bachar Assad aussi comptait sur l'armée. L'armée de Bachar Assad, là, elle était tribaliste, elle était fondamentalement clanique. C'est spécifiquement les Alaouites, les chiites, qui étaient son armée. Et Bachar al-Assad, il comptait sur plusieurs puissances, notamment l'Iran, la Russie et bien d'autres, avec le Hezbollah. Mais vous avez vu comment il est tombé. Vous avez vu comment il est tombé. Donc, ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé va signer un accord militaire avec la Russie, ou bien il vient en France, on l'invite à Notre-Dame, que vous pensez qu'il va rester ad vitam aeternam. La région est en train d'évoluer. La sous-région est en train d'évoluer. Vous venez de voir l'alternance au Ghana. Vous venez de voir l'alternance au Ghana. La famille Assad a régné 54 ans. Ils sont arrivés en 1970. Mais le papa était déjà ministre de la Défense dans le gouvernement précédent. Vous avez vu l'alternance au Ghana? Vous avez vu l'alternance au Ghana? Dans 2 ans, il y aura d'autres alternances dans la région. Donc, on ne peut pas continuer par rester avec Faure Gnassingbé. Et à un moment donné, les gens, ceux qui le soutiennent ou bien ceux qui ferment les yeux sur son règne éternel, finiront par lui dire, monsieur, prenez la porte. Parce qu'en plus, il ne veut même pas ouvrir son pays au jeu démocratique. Il a fermé le pays. Les partis politiques ne peuvent pas faire leurs activités. Les opposants sont arrêtés. La société civile est embastillée. Les journalistes sont en prison. On utilise toutes les méthodes de répression. Et dans ces genres de situations, il arrivera un moment où, le jour où l'heure va sonner, mais tous les piliers du régime vont s'effondrer comme des châteaux de cartes. Et vous serez même étonnés. Donc vous les barons qui soutenez fort dans ces dérives, que vous soyez juge, que vous soyez militaire, officier de renseignement, agent de renseignement, ministre, chef de village, chef canton, je ne sais quoi, préfet, vous qui martyrisez les Togolais, un jour viendra comme ce qui vient de se passer en Syrie. Notez-le, ce n'est pas une prophétie, c'est factuel. C'est la marche normale de l'histoire, c'est la marche normale des peuples. Et l'histoire en regorge d'exemples. C'est pas un pasteur qui est ou un prêtre qui est sur je sais pas comment dire ça, qui est sur une paroisse et en train de prêcher. Non, c'est des faits historiques. C'est une règle de l'histoire. C'est une règle de l'histoire. Et donc, ça finira par arriver au Togo. Donc, vous avez intérêt, dès maintenant là, à vous inspirer de ce qui se passe au Ghana, à arrêter toute votre comédie de modification constitutionnelle, d'installation d'une république, je ne sais pas quoi, de 5e république, tout ça, et en 2025, d'organiser des élections. Si vous gagnez, vous restez. Si vous perdez, vous passez le pouvoir et vous aurez la chance de rester encore dans votre pays, rester en vie, de préserver le peu d'argent que vous avez volé. Là, Bachar el-Assad, il est parti en exil. C'est là maintenant qu'il va connaître. C'est là maintenant qu'il va connaître l'isolement de l'exil. Plus personne ne va l'appeler au téléphone, plus personne ne va le contacter. Il va aller vivre en Russie, dans le froid là-bas avec sa famille. Ses mouvements dans le monde seront très réduits parce qu'il a recherché, il a tué les gens, il a massacré les gens. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à tirer les leçons de tout ce qui est en train de se passer là, dans ces pays-là, et à convaincre votre champion de quitter le pouvoir pendant qu'il est temps, à moins que vous soyez suffisamment des idiots et que vous décidez de mourir ensemble. C'est-à-dire que vous voulez aller à un suicide avec lui. C'est-à-dire, vous décidez de couler ensemble. Il est votre capitaine dans le bateau, il conduit très mal, il manœuvre mal, vous voyez, mais vous ne voulez rien lui dire. Vous décidez de l'accompagner, donc vous décidez de couler comme le Titanic ensemble. C'est ça. Donc, moi, je vous envoie ce message-là. Vous tous qui participez à martyriser les Togolais, à enfoncer les Togolais dans la misère, à tuer les gens, à envoyer les gens en prison, comme les procureurs, les juges, les magistrats, les gens vous regardent.
Les gens vous voient. Les gens iront vous chercher au moment venu. Au moment venu, celui qui vous donne les ordres et que vous exécutez aujourd'hui, il prendra son hélicoptère seul, avec peut-être une de ses femmes, comme Bachar el-Assad, et puis il va disparaître au ciel. Il va disparaître. Il prendra son hélicoptère seul. Encore s'il arrive à prendre son hélicoptère, ou il va décoller seul. Vous avez vu comment les gens ont attaqué l'aéroport. Les gens ont pris le contrôle de tous les points stratégiques. Quand un peuple est à bout, c'est comme ça que ça va arriver. C'est comme ça que ça arrive. Quel que soit le temps que ça va prendre. Quel que soit le temps que ça va prendre. J'ai dit plusieurs fois dans mes émissions que le temps, comme le disent les Grecs ou les Romains, c'est le tombeau des rois et des princes. Ce que vous voyez aujourd'hui comme acquis, qui vous permet de garder le pouvoir, qui vous permet de parler avec arrogance aux Togolais, qui vous permet de menacer les gens, qui vous permet de refuser de faire les réformes, qui vous permet de refuser de faire des élections démocratiques, vous ne l'aurez pas demain. Et demain, ce serait trop tard pour vous. Donc, tirez les leçons de ce qui se passe en Syrie. Tirez les leçons de ce qui se passe en Syrie. Et prenez exemple de ce qui vient de se passer au Ghana. Et revenez à la raison pendant qu'il est encore temps. Sinon, les Togolais que vous voyez là, ils ont beau être un peuple pacifique. Mais le jour où ils décideront de prendre leurs responsabilités, toutes les maisons que vous êtes en train de construire, tous vos biens, les gens viendront vous visiter un à un. Donc, je voudrais commencer ce live par cette actualité syrienne et lancer aussi un appel à la classe politique, à ceux qui aspirent demain à gouverner notre pays. Nous devons avoir à l'idée à tout moment que les longs règnes, lorsque la sortie n'est pas bien négociée, finissent par le chaos. Les longs règnes finissent toujours par le chaos. On a vu en Haïti avec les Duvalier. On a vu au Zaïre avec Mobutu. On a vu, je ne sais où, dans d'autres pays, où la sortie n'a pas été bien négociée et les pays ont basculé. Et donc, la classe politique, ceux qui aspirent à gouverner le Togo demain, doivent travailler l'alternative. Je ne veux pas faire la promotion de mon journal, le nom de mon journal, mais ils doivent travailler l'alternative. Qu'est-ce que le Togo va devenir? Parce que quand on sort d'un long règne, toutes les injustices reviennent à la surface. Nous sommes d'accord, nous tous qui sommes ici en ligne, pour dire que notre pays est très fragile. Nous avons un pays très fragile. On a des problèmes communautaires au Togo, on a des problèmes fonciers au Togo, on a des injustices au Togo, on a des problèmes de chefferie au Togo. Et si on ne fait pas attention, si on ne gère pas bien l'après Gnassingbé, tous ces problèmes vont revenir à la surface. Tous ces problèmes vont rebondir. Parce que pendant longtemps, le régime actuel a instrumentalisé tous ces secteurs de la société pour garder le pouvoir. Et donc, tout ça va revenir à la surface. Tout ça va revenir à la surface. Tous les pays que vous voyez aujourd'hui en souffrance là, quand vous maîtrisez l'histoire, vous allez comprendre que c'est des pays qui sont en transition. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Parce qu'ils ont connu de longs règnes au pouvoir. Ils sont en transition. C'est des pays qui sont en transition. La transition peut être violente, ça peut être la guerre, mais ils sont en transition parce que pendant longtemps, ils ont connu de longs règnes. Et ces longs règnes-là ont créé une unité factice. Une paix qui n'était pas réellement la paix réelle. Donc aujourd'hui, comme vous allez le voir en Syrie, ça va aller dans tous les sens. Parce que tous ceux qui se sont mis ensemble pour chasser Bachar el-Assad, ce ne sont pas des gens qui s'aiment. C'est des communautés différentes. Chacun avec ses intérêts. Vous avez les Kurdes, vous avez les sunnites, vous avez les chiites, donc les alamites, vous avez les chrétiens, et vous avez plusieurs groupes. Mais ils se sont mis ensemble pour chasser. Comment appelle-t-on Bachar el-Assad. Maintenant, la question de savoir s'ils vont pouvoir s'entendre pour gouverner le pays. Donc, on aura les mêmes problèmes chez nous, appelés les Gnassingbé. Donc, il revient à la classe politique, sachant que inéluctablement, ce régime va tomber d'une manière ou d'une autre. Il revient à la classe politique de construire une certaine alternative. De construire une alternative crédible demain pour que, à
après 60 ans de dictature, le Togo ne bascule pas dans l'instabilité. C'est pour ça que je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'il faudra demain une transition pour remettre les bases de notre pays. Et cette transition-là, elle doit être une période très maîtrisée. Donc ceux qui sont dans leur petit coin, qui sont des soi-disant opposants, qui balancent les slogans à gauche et à droite, qui ne disent rien de potable, qui pensent que demain, dès que les Gnassingbé ne seront pas là, ce sera leur tour de prendre le pouvoir. Mais il faut revoir vos ambitions à la baisse, parce qu'il y a tout un pays qu'il faut reconstruire demain sur les bases de la nation. La nation qui signifie il faut que tous les Togolais se retrouvent dans le même creuset. Donc voilà la problématique que nous renvoie ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et je profite pour dire aux gens qui sont naïfs, qui ne comprennent pas comment les relations internationales sont guidées, comment ça se joue. Dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiment. C'est pas de l'angélisme. Dans les relations internationales, il y a juste 3 critères. Il y a 3 critères qui prédominent les relations internationales. 3 critères fondamentaux. Et les 3 critères reviennent à la même chose. La force, la force, la force. Le rapport de force, le rapport de force, le rapport de force. C'est les 3 critères qui déterminent les relations internationales. Ce n'est pas les sentiments. Il n'y a pas de sentiment, ce n'est pas de l'angélisme. Ce n'est pas de l'angélisme. Et ça, c'est la théorie de Morgenthau qui a développé ça pendant longtemps, que les relations internationales sont motivées fondamentalement par les rapports de force. Et c'est ce que De Gaulle dit en disant les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, demain, lorsque le moment viendra aux gens de dire, bon, le régime de Lomé, on en a marre de regarder ce monsieur qui est dans toutes les conférences alors que les chefs d'État viennent et partent, maintenant il faut fermer sa page. Il faut qu'il y ait des hommes politiques capables de comprendre que nous devons travailler à mettre le pays sur les rails plutôt que de rentrer dans des querelles politiciennes. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est pas parce que Faure Gnassingbé est parti et signé un accord depuis 4 ans, un accord de défense avec Vladimir Poutine, que Poutine va venir le sauver, ou bien qu'il ait signé un accord avec la France, que la France viendra le sauver. Tant que Faure Gnassingbé ne fait pas la volonté du peuple togolais, tant que Faure Gnassingbé n'accepte pas le jeu démocratique au Togo, tant que Faure Gnassingbé ne va pas ouvrir le Togo au jeu démocratique, tant que Faure Gnassingbé ne va pas ouvrir le Togo aux libertés, tant que les Togolais vont continuer à souffrir, il ne sera en sécurité nulle part. Il peut aller même signer un accord de sécurité avec le bon Dieu, il peut aller signer un accord de sécurité avec Kim Jong-un, le jour où ça va chauffer, il va détaler, tout comme Bachar al-Assad l'a détalé. Donc voilà, donc il ne faut pas nous brandir qu'on est allé voir Poutine, on est allé voir Macron, on est allé voir Donald Trump, et donc on a la caution de la communauté internationale, on peut continuer à gouverner comme on veut. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu les limites de la présence du parapluie russe autour de Bachar el-Assad. Les Russes sont sortis pour préserver le reste de leur matériel. Ils ont dit à Bachar el-Assad, bon, on t'a défendu pendant 8 ans, maintenant débrouille-toi, le reste on n'a rien à cirer. L'Iran aussi, qui a été sérieusement affaibli par Israël, a dit, bon, je ne vais pas me mêler, débrouille-toi. Et puis bon voilà. Et qu'est-ce que Erdogan a dit? Erdogan a dit, mais ce gars, on lui parle depuis des années, mais il ne veut pas comprendre, il n'a pas voulu nous écouter. Il dit ouais, qu'il a les protecteurs, il ne veut pas nous écouter. Alors que Erdogan avait 4 millions de réfugiés syriens sur son territoire qui lui créaient des problèmes. Erdogan dit, mais il faut qu'on règle le problème, discute avec tes opposants à l'intérieur, trouver une solution. Il a dit non, parce qu'il avait une armée. Mais à quelques jours de la chute de Damas, qu'est-ce que Erdogan a dit? Erdogan a dit, direction Damas, que c'est fini, c'est fini. Et donc, voilà les réalités qui vont nous rattraper au Togo. Surtout que la sous-région, donc la région ouest africaine est en train d'évoluer. Le Ghana, je viens de le dire, c'est un exemple. Et donc, ça met la pression sur le Togo. En Côte d'Ivoire, on verra en 2025, certainement que Ouattara, soit, il va finir par lâcher parce qu'il y a aussi l'âge. Talon a dit pas, on verra bien s'il maîtrise ses intentions. Et donc, la région est en train d'évoluer. Les gens viennent, ils partent. Il y a qu'au Togo où quelqu'un, il est là. Regardez le Sénégal, dans les mains des jeunes de 40 ans qui ont pris le pouvoir, président de l'Assemblée nationale.
Et nous, on est là avec une seule famille qui est là depuis 60 ans et qui